Oubliez tout ce que vous avez vu au cinéma. À 8h30, le 6 juin 1944, ce n'est pas Hollywood qui débarque à Vernières-sur-Mer. C'est le régiment de la Chaudière. Des bûcherons québécois transformés en prédateurs. En avril dernier, on suivait Émile, un soldat de notre création, dans l'enfer de Vimy. Aujourd'hui, on change d'époque, mais on ne change pas de famille. On suit son fils, Jean-Baptiste, dit Batoche. Pourquoi les Allemands craignaient-ils plus les Canadiens français que n'importe quelle autre unité ? Comment l'horreur peut transformer un gars tranquille de Saint-Tite en un tueur tactique de sang-froid ? On va plonger dans la réalité brute, loin des clichés. Mettez vos gilets de sauvetage, les rampes s'abattent, on débarque. Bienvenue sur RTVR. C'était tous ces Canadiens qui débarquaient, ce régiment de la Chaudière, et qui étaient là dans leur péniche de débarquement. Ils étaient assis là-dedans, calmes, sans aucune animation, plein de sang-froid. On aurait cru que c'était une véritable répétition qu'ils faisaient. C'était fantastique de voir ces hommes qui sans doute n'avaient jamais combattu. Ils étaient tellement jeunes, et qui étaient là comme déjà de vieux briscards. C'était sensationnel. Jean-Baptiste Gauthier, que tout le monde appelle Batoche, est le fils aîné de Rose et Émile Gauthier. Un nom qui résonne encore dans les chantiers de la Mauricie et les bois de Saint-Tite. Batoche le sait, même s'il n'en parle jamais, son père Émile est allé combattre en France dans les tranchées en 14-18. Sa mère lui a souvent répété qu'il n'était plus le même homme depuis son retour de la boucherie. C'est comme ça qu'elle l'appelait, que ce qu'il avait vécu là-bas l'avait marqué à jamais. Batoche, lui, l'a toujours connu silencieux. Ce n'est pas un mauvais père. Il subvient aux besoins des siens, il les aime à sa manière. Mais il reste souvent perdu, les yeux fixés sur l'horizon, comme s'il voyait de vieux fantômes qui le hantent encore. Avec ses frères, Jean-Baptiste a pris l'habitude de l'appeler simplement « le vieux ». Un jour, Batoche franchit le seuil de la cuisine, le visage plus grave qu'à l'habitude. Il tend à ses parents son attestation d'enrôlement. Voilà plusieurs semaines qu'il y pensait. Maintenant c'est fait. Au fond de lui, l'appel du large pèse plus lourd que la peur. Mais surtout, il cherche à égaler son vieux. Il ressent ce besoin viscéral de faire sa part, comme son père l'avait fait avant lui. Ses parents ne voulaient pas qu'il y aille, mais il a fait son choix. Il passe sa dernière semaine à fendre du bois, des cordes avec ses frères. C'est sa manière à lui de veiller sur les siens avant l'exil. La veille du grand départ, le vieux lui tend une bière, un geste rare. Dans le silence, il lui offre sa vieille médaille de Saint-Christophe. Promets-moi de toujours la garder sur toi. Jean-Baptiste promet et Émile retombe dans son mutisme habituel. Mais son fils a compris. C'est sa façon à lui de dire qu'il a peur pour lui. Le matin du départ, après 1000 promesses d'écrire, Batoche reçoit les derniers baisers de sa mère. Ses larmes perlent déjà sur ses joues. Il serre une ultime fois la main rugueuse de son père, puis il jette son sac sur son épaule. Il grimpe dans l'autobus pour le camp de Lauzon. Ses chums, Mathieu Veillette et Édouard Gravel, l'y attendent déjà. Par la fenêtre, il voit sa famille lui faire de grands signes de la main. Ça y est, c'est le grand départ. C'est à Lévis que la gang découvre la vie de caserne. C'est là qu'ils intègrent officiellement le régiment de la Chaudière, le seul régiment d'infanterie francophone de l'armée canadienne. Là, ils troquent leur chemise de laine pour le rude uniforme du roi. Batoche admire le badge rouge de son régiment sur son épaule, le même que son père avant lui. Et il peut aussi enfin fixer à son béret son insigne. 2 mitrailleuses croisées et un castor sous la fleur de lys, avec la devise « Aere Perennius », plus durable que le bronze. Il ne sait pas encore si c'est une promesse ou un avertissement. Mais désormais, il appartient à la compagnie B. Et cette devise, il va devoir l'honorer plus vite qu'il ne le pense. Ma chère maman, c'est pour bientôt. On sent que le camp s'agite et les rumeurs montent. On prend le train pour Halifax d'ici la fin du mois. On s'est fait mener la vie dure pendant l'entraînement, mais on est maintenant une gang de ganoueux. On s'en va en groupe, maman, alors ne t'en fais pas trop. Dis au vieux que sa médaille de Saint-Christophe ne quitte pas mon cou. Elle me suit dans chaque exercice, je la garde bien serrée contre moi. Je vous réécrirai quand on aura touché la terre d'Angleterre. Ton grand Jean-Baptiste. Quelques jours plus tard, le fleuve Saint-Laurent s'efface.
Devant Batoche, l'immensité grise de l'Atlantique. La gang débarque en Angleterre, du côté d'Aldershot, là où le temps va s'arrêter pendant 3 longues années. Dans les camps de toile, la patience s'effrite aussi vite que la ration. Pour les officiers britanniques, Batoche et ses chums ne sont que des numéros qu'on dresse à coups de paroles sèches et de manuels rigides. On leur impose une discipline de fer, une répétition maniaque. Sous une pluie fine qui rend l'uniforme lourd comme le plomb, c'est le battle drill. Des marches forcées de 30 miles dans la campagne du Hampshire. On les envoie même jusqu'en Écosse, à Inverary, pour des simulations d'assaut dans l'eau glacée du Loch Fyne. Batoche apprend à faire corps avec son acier. Son fusil Lee Enfield devient une extension de son bras. Lui, le gars de Saint-Tite qui a passé sa vie à chasser le chevreuil, il n'a jamais eu un aussi bel outil entre ses mains. Et pour le combat rapproché, il y a la Sten, une mitraillette de ferraille qui crache la mort sans prévenir. Batoche passe ses soirées à vérifier la fluidité du verrou. Clic, clac. C'est devenu son réflexe de survie. Mais derrière les rangs impeccables, la gang a créé un monde à part. Dès que le sergent tourne le dos, on ne parle plus la langue du roi. On parle le joual. Un code secret unique, rugueux, qui laisse les officiers de liaison dans une incompréhension méfiante. Cela fait sourire le major Georges Omer Laroche, lui-même francophone dans ce régiment. À l'écart avec les officiers britanniques, il les écoute. Alors que les Anglais froncent les sourcils devant ce jargon indéchiffrable, les yeux du major trahissent une fierté tranquille. Il sait que cette langue-là, c'est le ciment qui va tenir sa compagnie debout quand le ciel va leur tomber sur la tête. Et quand la faim tenaille, les réflexes du bois se réveillent. La nuit, Batoche, Mathieu, Gravel et d'autres camarades s'éclipsent des baraquements de tôle. Ils vont braconner sur les terres privées des lords anglais. Ils se meuvent dans le noir total, sans casser une branche, avec une débrouillardise de prédateurs que les manuels n'enseignent pas. La nuit, dans les tentes, l'odeur du lièvre grillé défie la rigueur militaire. Un soir, Gravel revint au camp avec autre chose qu'un lièvre sous la veste. Une petite chienne noire, toute maigre, trouvée dans un fossé près des baraquements. Personne ne sait d'où elle vient, mais c'est Gravel qui tranche. Elle va s'appeler Dodo. Le sergent fait semblant de ne pas la voir et la gang la camoufle entre les couchettes. Elle n'appartient à personne, elle appartient à tout le monde. Mais cette tendresse n'est qu'une façade. Une parenthèse de douceur avant que les visages ne se ferment. Les officiers de liaison observent ces gars de la Mauricie avec un malaise grandissant. Ils les voient sortir des bouchons de liège, les brûler et se barbouiller le visage de suie dès que la lumière baisse. Ce n'est pas écrit dans les manuels, mais c'est leur rituel. Ils n'attendent pas qu'on leur ordonne. Ils ne veulent pas être des soldats qu'on dirige. Ils veulent être des ombres qu'on ne voit pas venir. On sent chez eux un attachement presque fanatique pour leur équipement. Batoche, Mathieu et d'autres entretiennent leur couteau Fairbairn Size. Ils ont la même régularité maniaque qu'un chasseur qui prépare sa saison. Ce n'est plus une discipline militaire. C'est un héritage du bois qui refait surface. Ils prennent un malin plaisir à le faire en public, fixant droit dans les yeux ceux qui osent les regarder un peu trop longtemps. Une façon silencieuse de rappeler aux officiers anglais que si l'uniforme est britannique, l'instinct, lui, est resté au pays. Ce double visage finit par ennuyer les Anglais autant qu'il les impressionne. Formés comme des commandos, ceux qu'on commence à surnommer les chauds imposent une agressivité naturelle que les manuels de Sa Majesté n'enseignent pas. Pour Batoche, approcher une sentinelle en silence n'est plus un exercice. C'est le geste du chasseur qui achève un cerf blessé. Main sur la bouche, lame précise, nette, sans bavure. Une rumeur commence à enfler. Celle de soldats invisibles, impitoyables. Les services de renseignement anglais comprennent vite l'arme psychologique qu'ils ont entre les mains et ils décident d'en jouer. Ils ne se contentent pas de laisser dire, ils amplifient le mythe. Ils laissent fuiter des récits soigneusement mis en scène. Et la machine de propagande traverse la Manche. Ça passe par des journaux anglais que les espions s'empressent de traduire. Par des rapports d'agents infiltrés dans les ports du sud de l'Angleterre. Et surtout, par des récits des pilotes de la Luftwaffe abattus au-dessus du sol britannique. À leur retour de captivité ou dans leurs rapports radio, ils décrivent la même chose. À Berlin, une image commence à se dessiner sur les tables de l'état-major. Celle de soldats francophones, rustres et silencieux. Des hommes qui ne craignent ni l'ombre ni l'acier. Qui manient la lame mieux que n'importe qui. Pour la Wehrmacht, ces sauvages ne sont plus un mythe sorti de la forêt. C'est une menace réelle qui attend la marée. Ils se racontent même, au coin des feux des camps allemands, que, comme certains peuples, ils prélèvent des scalps de leurs ennemis. Ma chère maman, on continue de s'entraîner dur à nager avec tout notre fourbi. C'est dur sur le corps. Mais on mange bien, et on essaye quand même de passer du bon temps avec les chums. Dodo est adorable, tu l'aimerais maman, c'est sûr. Gravel veut pas nous l'avouer,
mais je crois qu'il a vraiment eu un coup de cœur pour cette petite chienne. Elle est intelligente, elle connaît déjà plein d'ordres et elle nage mieux que certains. C'est notre petite mascotte, Mathieu lui a même cousu un gilet avec un vieil uniforme. Elle est vraiment fine. Les rumeurs disent que l'assaut est pour bientôt, mais on ne nous dit rien. Il reste très secret. On va devoir faire nos preuves. Je sais pas quand je pourrai envoyer mon prochain courrier. Je garde ma médaille proche et je pense fort à vous deux. Je vous embrasse, toi et le vieux, ton grand. Plus la date fatidique approche, plus la tension devient électrique. L'Angleterre n'est plus qu'une salle d'attente. Pour Batoche, la question n'est plus de savoir s'il est prêt, mais quand. La prochaine fois qu'il sentira la terre sous ses bottes, ce sera celle de ses ancêtres, et, il le sait, elle sera rouge. Le 5 juin 1944, le verdict tombe dans les camps du Sussex. Le débarquement est pour demain. On donne l'ordre de ramasser le fourbi, d'empoigner les armes, de grimper dans le ventre d'acier des navires. Sur l'eau, c'est la tempête. La traversée de la Manche est un enfer de tangage. Une odeur de vomi et de gasoil qui vous prend à la gorge. Dans le noir, l'anxiété se mêle au mal de mer. Personne ne parle. On vérifie ses armes et son équipement comme pour se rassurer. Certains prient une dernière fois. À l'aube du 6 juin, le fracas des vagues devient assourdissant. Batoche et sa gang transbordent le long des filets de cordes. Ils sautent dans les barges d'assaut, des cercueils de métal qui foncent maintenant vers la côte, vers l'inconnu. « 6 juin 1944, 8h30, secteur Nine White, plage de Bernières-sur-Mer. Quand la rampe de la LCA s'abat, Batoche ne voit pas une plage. Il voit un mur de fumée, d'écume et de fer. La marée remonte déjà. Elle recouvre une partie des rangées de hérissons tchèques et de pieux minés qui éventrent les embarcations. À sa droite, une barge frappe une mine fixée à un poteau. L'explosion est instantanée. L'avant disparaît dans un geyser d'eau et de métal. La péniche de Batoche ne peut pas approcher davantage. Elle s'est échouée trop loin. Devant lui, il reste près de 100 mètres d'eau agitée avant le sable. Batoche saute. L'eau glacée lui monte presque jusqu'au cou. Sous le poids de leur sac de plus de 30 kilos et de leurs munitions et fusils, il voit ses camarades lutter pour garder la tête hors de l'eau. Plusieurs ne savent pas nager. Certains tombent, disparaissent, tirés vers le fond par leur équipement. D'autres se redressent en crachant l'eau salée. Autour d'eux flottent déjà des débris de bois, de casques et les corps des gars de la Queen's Own Rifles, arrivés plus tôt et fauchés sur cette même plage. Le bruit est indescriptible. Les obus de l'artillerie navale passent en sifflant au-dessus de leur tête. Les destroyers tirent depuis la mer, mais le vrai danger vient d'en face. Derrière la digue et les premières maisons du village, les positions allemandes ouvrent le feu. Les mitrailleuses MG42 balayent le sable. Les balles tracent des lignes blanches dans l'eau autour d'eux. Batoche atteint enfin le sable. Il court. Chaque pas lui semble durer une éternité. Ses bottes s'alourdissent de sable et d'eau. Il zigzague entre les obstacles, les trous d'obus et les corps. À un moment, il voit Gravel prendre une balle dans la poitrine juste devant lui. Il veut s'arrêter, il veut l'aider. Mais ses camarades lui hurlent de continuer. Il lui jette un dernier regard, ses yeux sont déjà fixes. Il est mort sur le coup. Il continue de courir. Devant lui se dresse le mur de mer, haut d'un peu plus de 2 mètres. Une impasse de béton contre laquelle s'entassent les survivants de la vague. Batoche se plaque contre le mur froid. Autour de lui, les hommes halètent, terrorisés, coincés entre la mer et les tirs qui pleuvent depuis les maisons du village juste derrière. Les Allemands tirent depuis les fenêtres, les balcons et les greniers. Chaque ouverture crache du feu. Batoche sent la panique monter. Puis, à côté de lui, une image presque absurde lui arrache un souffle. Un de ses chums tient son fusil d'une main et de l'autre serre contre son cœur Dodo, caché dans sa veste. La petite tête noire qui le regarde tremble de tout son corps. Mais elle est vivante. Voir cette petite boule de poils terrifiée mais intacte au milieu de l'enfer lui redonne un peu de courage. Mais l'espoir reste fragile. Au large, plusieurs chars amphibies disparaissent dans les vagues. On les avait vus quitter leur barge loin en mer pour nager jusqu'à la plage, leurs grandes jupes de toile gonflées autour d'eux. Certains coulent avant même d'atteindre la côte. On est seuls, pense Batoche. Pendant presque 1 heure, les gars vont s'agglutiner derrière ce mur en tentant ici et là des percées. Puis, quelque chose va surgir de l'écume. Un sherman du fort Gary Horse
sort de l'eau comme un monstre d'acier. Sa jupe de flottaison est en lambeaux. Découpé au couteau par l'équipage pour pouvoir combattre, le char grimpe péniblement sur le sable. Son canon de 75 mm se lève. Boum! L'obus frappe une position allemande qui domine la plage. Les meurtrières disparaissent dans un nuage de poussière. Pendant une seconde, les tirs ralentissent. C'est l'instant que les officiers attendaient. À côté de lui, le major Georges-Omer Laroche rassemble les hommes. Pas de cris, pas de discours. Juste un geste, et les soldats comprennent. On sort les échelles improvisées, certains s'agrippent aux fissures du béton, d'autres montent sur les épaules de leurs camarades, on glisse sur les algues et les goémons, mais on passe. De l'autre côté, Bernières-sur-Mer est un nid de guêpes. Les Allemands de la 716e division ne lâchent rien. Ils tirent depuis les caves, les jardins et les villas qui bordent la mer. Chaque rue devient un piège. La libération ne ressemble pas à une parade. C'est une chasse à l'aube dans la poussière, le plâtre et la fumée. Batoche et Mathieu défoncent une lourde porte de chêne. Batoche épaule la stène qu'il a ramassée sur un officier tombé sur la plage. Plus compact pour nettoyer les maisons, il vise une ombre dans la cave. Clic. Le bruit métallique sec. Le sable l'a enrayé. « Calice !» hurle Batoche, frappant le levier d'armement. Dans l'ombre, un vieil homme lève les mains. « Mais vous parlez français ?» Batoche, accroupi sous les balles qui traversent les fenêtres, répond en reprenant son souffle. « Ouais, on est des Canadiens. Inquiétez-vous pas, on s'occupe d'eux autres. » La croix gammée est arrachée de la mairie. Bernières-sur-Mer est libre. Les habitants sortent de leur maison éventrés. Certains pleurent en entendant l'accent des soldats. Ils pensaient que le français avait disparu de l'occupation. Mais il vient d'arriver avec les Canadiens. Ils sont heureux de pouvoir célébrer avec leur sauveur. Le soir tombe sur la plaine du Calvados dans une lueur de soufre et d'incendie. Mais, pour le régiment de la Chaudière, le triomphe a un goût d'amertume. Batoche et ses gars ont couru toute la journée. De Bernières à Colombier, en passant par Béni et Bali. Libérant village après village sous les acclamations, ils ont atteint tous leurs objectifs fixés par l'état-major du général Keller. Ils sont les pointes de flèche de toute la force alliée, à peine à quelques kilomètres de Caen. Mais ils doivent se stopper. Dans les écouteurs, le silence radio qui grésille est inquiétant. À leur gauche, les Britanniques de la 3e division sont cloués au sol par la 21e Panzer Division. À leur droite, les autres régiments canadiens s'épuisent à nettoyer les nids de résistance oubliés. La Chaudière est seule et dangereusement isolée, bien avancée dans les lignes allemandes. Le lieutenant-colonel Paul Mathieu donne l'ordre d'arrêt à Pierrepont. On ne fonce pas dans le noir quand on est seul en pointe, au risque de se faire couper la gorge par une contre-attaque blindée. Le major Georges-Omer Laroche crie « On s'enterre, on creuse profond et on attend les autres !» Batoche s'exécute, le dos en compote. Ses mains tremblent de fatigue, brûlées par le recul de la Stène et par le sel. Pourtant, il cogne le fer de sa petite pelle contre les racines des pommiers normands avec une rage sourde. Il pense à la vingtaine de gars du régiment qui ne creuseront plus jamais. Il revoit son ami Gravel mourir devant lui. Déjà tant d'amis perdus. Alors, à ce moment, chaque pelletée de terre est une promesse de survie. Assis au fond de son trou d'homme, collé au bois froid de son fusil, Batoche monte la garde. En triturant sa médaille de Saint-Christophe, il repense à son vieux. Assis sur sa galerie à regarder dans le vide. Finalement, il comprend un peu mieux. Il comprend le silence. Il comprend l'horizon fixe. Ce n'est plus le vieux qu'il voit, c'est un frère d'armes. Il profite d'un moment pour écrire à sa mère avant qu'il ne fasse complètement noir. Maman, je suis vivant. On a touché la terre de France ce matin. C'était pas comme dans les livres. L'eau était rouge, maman. J'ai perdu des amis, Gravel s'en est pas sorti. C'était un bon, il va me manquer. Avec les autres, on a couru sous une pluie de fer, mais on n'a pas lâché. On a libéré un village qui s'appelle Bernières, t'aurais dû voir les gens. Ils pleuraient en nous entendant parler. Ils pensaient que le français était mort avec l'occupation, mais on est arrivé avec notre accent de la Mauricie pour leur dire que non. Je suis fatigué, comme j'ai jamais été, mais on tient le coup. Prie pour nous autres, maman. Je sais pas quand je pourrai vous écrire à nouveau. Jean-Baptiste, ton grand. Dans le lointain,
Vers le sud, le silence de la nuit est rompu par un bruit qui lui glace le sang. Le grincement métallique et le rugissement sourd des moteurs de Panzer qui montent en ligne dans l'obscurité. Le journal de marche l'avait prédit. L'ennemi se rassemble. Batoche sait que demain, le verger de Pierrepont ne sera plus un abri, mais un champ de tir. La nuit à Pierrepont a été courte. Après avoir repoussé une contre-attaque allemande sur les positions de la compagnie A vers 2h du matin, le régiment se met en branle. Batoche émerge de son trou d'homme, les os raidis par l'humidité du verger. En alerte constante, il n'a pas vraiment dormi. Le café sent le métal, mais l'ordre du lieutenant-colonel Mathieu est clair. Il faut sécuriser les ponts sur la rivière seul. À 9h, la section de Batoche progresse à travers les champs de blé. On ne voit plus la mer. On entre dans le bocage, là où chaque clocher est un observatoire. Soudain, le sifflement arrive. Les canons de 88 mm de la 21 Panzer posés sur les crêtes de Lefresne-Camilly font pleuvoir l'acier. À sa gauche, un Bren-Carrier du peloton de soutien est frappé de plein fouet. Il se transforme en torche. Aucun des hommes qui étaient dedans n'en réchappe. Pour avancer, le lieutenant-colonel Mathieu n'attend pas les chars. Il utilise les mortiers de 3 pouces pour saturer la crête de fumigène. Sous ce rideau blanc, Batoche et sa section se ruent en avant, courant courbés dans les blés pour atteindre les premières granges. À 11h30, la chaudière entre dans Fontaine-Henri. Le village semble vide, mais les maisons de pierre de Caen sont des nids de terreur d'élite. Batoche avance prudemment, l'arme au poing. Soudain, une balle claque près de son oreille. Un sifflement si proche qu'il sent le déplacement de l'air. Le projectile pulvérise le calcaire d'une villa juste derrière lui. Il se plaque contre un mur, le souffle court. Il ne voit personne. C'est la guerre invisible. Batoche et ses gars utilisent la technique du trou de souris. À coups de grenade et de hache, ils défoncent les murs mitoyens entre les demeures. Ils progressent de salon en cuisine, surprenant les Allemands de la 716e division par l'arrière en passant par les jardins. Cette manœuvre ingénieuse les mène au joyau du village, le château. Les toits du château dominent tout. Tant que l'ennemi occupe ses lucarnes, il dirige les tirs qui pilonnent le régiment. En déboulant par les jardins à la française, les gars de la chaudière contournent les mitrailleuses et forcent les Allemands à fuir vers le sud pour éviter d'être capturés. Le silence revient brusquement, mais la procédure est impitoyable. Batoche et ses gars nettoient le château à la grenade. Ils balancent la mort dans chaque pièce et chaque corridor pour s'assurer qu'aucun nid de résistance ne survive dans l'épaisseur des murs. Batoche arrive devant la lourde trappe qui mène aux salles basses. C'est un trou noir, une menace potentielle. Il a déjà une grenade Mills entre les mains. Il s'apprête à dégoupiller pour en finir avec ce coin d'ombre quand un son l'arrête net. Un gémissement étouffé, puis un sanglot d'enfant qui monte de l'obscurité. Juste après, une voix de femme murmure des mots doux pour le rassurer, en français. Batoche se fige, le cœur cognant contre ses côtes. À une seconde près, il lâchait la cuillère. « Lancez rien, Calvaire, lancez rien, il y a du monde en bas !» Hurle-t-il à cette chum qui s'apprêtait à faire feu. Il range sa grenade en tremblant, empoigne sa lampe et crie dans le trou. « Hé, n'ayez pas peur, on est des Canadiens, on est des vôtres, on est là pour vous aider !» Et ce qu'il voit le laisse KO. Ils sont des centaines là-dessous. Des vieux, des mères, des petits aux yeux écarquillés. Tout le village de Fontaine-Henri s'était terré dans les caves du château pour échapper au bombardement. Batoche les regarde remonter vers la lumière et une pensée glacée lui traverse l'esprit. Si les Anglais ou les Américains étaient passés les premiers, il n'aurait jamais entendu la différence. Le silence dans la cave aurait été brisé par une explosion préventive. Ces gens seraient restés enterrés là pour toujours. Il s'occupe ensuite de les faire sortir et de les placer en sécurité. À 14h, la progression vers Lefresne-Camilly devient un enfer. La route est balayée par les mitrailleuses. Batoche est cloué dans un fossé boueux. Le salut vient enfin des Sherbrooke fusillés. Malgré les radios saturées, 3 chars Sherman déchirent les haies vives et prennent les nids de mitrailleuses à revers. Au milieu du chaos, Batoche voit le major Georges Omer Laroche. Il ignore encore une fois les balles et guide les chars du geste comme s'il dirigeait la circulation à Québec. Ce calme irréel arrache Batoche à sa peur. Il bondit et se colle derrière la plaque arrière du char de tête, utilisant l'acier comme un bouclier mouvant pour franchir ce carrefour maudit. Mathieu et ses camarades suivent. À 18h, le soleil descend. La chaudière tient les abords du Fresne-Camilly, mais l'atmosphère est lourde. Ce n'est plus le silence de la victoire. Les estafettes, ces messagers militaires habitués au pire, arrivent les uns après les autres. Ils ont le visage livide, décomposé. Leurs rapports sont fragmentaires.
mais terrifiant. Ça bloque violemment vers Oti. Sur le flanc gauche, l'horreur prend un nom. La North Nova Scotia Highlander. L'unité canadienne est en train de se faire charcuter. Les survivants parlent de combats d'une sauvagerie jamais vue, d'un ennemi qui ne recule devant rien, qui ne fait pas de prisonniers. La chaudière comprend soudainement qu'elle ne fait plus face aux soldats fatigués de la Wehrmacht pressés de se rendre. Derrière la fumée d'Oti se cachent des jeunes fanatiques, incomparables avec tout ce qu'ils ont croisé jusqu'ici. C'est le baptême du feu contre la 12 SS Panzerdivision Hitlerjugend, un nom qui va rapidement revenir, et qui va hanter les nuits de la chaudière. L'ordre tombe, on ne marchera pas sur Caen ce soir. On s'enterre. Batoche sait que la 21 Panzer et les nouveaux venus de la SS regroupent leurs fauves d'acier dans les bois de Taon. Alors, avec ses camarades, il s'échine à enterrer des mines anti-chars, les mains noires de terre. Derrière lui, les canons de 6 livres sont camouflés sous les pommiers. Ils ont libéré Fontaine-Henri. Mais ce soir, ils sont le dernier rempart qui empêche les Panzers de rejeter tout le monde à la mer. Après la course effrénée du jour J, l'élan de la chaudière se brise contre une réalité terrifiante. La 12e SS Panzerdivision Hitlerjugend. Elle barre la route de Caen avec une férocité que personne n'avait prévue. Batoche comprend vite que ces gamins de 17 ans fanatisés vont être un vrai problème. Ils sont dirigés par des vétérans SS du front de l'Est comme Gerd Panzer-Meyer. Ces gamins d'Hitler ne reculent devant rien. Ils chargent avec une agressivité suicidaire et une cruauté qui dépasse l'entendement. Les transmetteurs confirment les rumeurs du 7 juin avec des récits d'horreur qui glacent le sang. À l'abbaye d'Ardennes, on a retrouvé des gars des North Nova Scotia Highlander et des Sherbrooke fusillés exécutés d'une balle dans la nuque. À Oti, des blessés canadiens ont été achevés à coups de pelle ou broyés sous les chenilles des Panzers. La guerre n'est plus seulement une libération, c'est devenu une vendetta. Cette haine explose les 11 et 12 juin au village de Raux. Dans ce labyrinthe de pierres, le combat devient sauvage, se réglant au corps à corps dans les granges et les jardins. Batoche y perd ses derniers restes d'innocence, nettoyant les pièces au couteau contre des adolescents qui préfèrent mourir en hurlant des slogans nazis plutôt que de lâcher leurs armes. Les 3 semaines suivantes, enterré dans la boue de Villon-les-Buissons, il endure l'enfer de la défense active, sous les hurlements des lance-roquettes. Entre l'humidité qui fait pourrir les pieds et l'odeur des bêtes crevées qui jonchent le No Man's Land, Batoche se transforme en un spectre durci. Le pacte est scellé avec ses chums, un serment silencieux. Face au SS, on ne fera plus de quartier. À sa droite, Mathieu racle la terre de ses ongles sans dire un mot. Ils savent tous les deux. La guerre de mouvement est morte dans les vergers de Normandie. Il ne reste qu'une attente haineuse sous le pilonnage constant des mortiers. Ayant enfin le temps d'écrire à sa mère, il sort du papier, mais il ne dit pas tout. Chère maman, pardon si l'écriture est croche. Mes mains tremblent un peu à cause du froid et de la boue. On est enterré dans des trous depuis des jours, on bouge plus, on attend. Crois pas tout ce que tu lis dans les journaux. La guerre, c'est pas juste des drapeaux et des défilés. C'est une odeur qu'on n'oublie jamais. On se bat contre des gens qui n'ont plus rien d'humain, maman. Des enfants soldats qui veulent pas se rendre. Ça change un homme de voir ça. Parfois, je ferme les yeux et j'essaie de sentir l'odeur de la sapinette de Sainte-Tite pour oublier le soufre. Dis au vieux de pas s'en faire, je garde la tête basse. On nous dit qu'on repart bientôt pour une grosse job. Je t'aime, ton grand. Le 3 juillet, alors que le soleil décline, un nouvel ordre de mouvement arrive enfin. Batoche, fatigué et usé, sort de son trou. Il ignore encore que le lendemain, à l'aube, il devra marcher à découvert vers l'enfer le plus total de sa jeune existence. Les officiers parlent d'une mission concertée de grande ampleur, l'opération Windsor. Mais pour l'instant, il ajuste sa stène à son épaule, reprend son fusil, vérifie le tranchant de sa baïonnette et s'enfonce dans le noir. Le pire reste à venir. C'est ici que s'arrête la première partie de notre plongée dans l'enfer de la Normandie. Batoche et ses chums ne le savent pas encore. Mais le 4 juillet va marquer un tournant définitif dans leur existence. Alors abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines sorties. Si ce récit vous touche et que vous voulez honorer la mémoire de ces gars-là, n'oubliez pas de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. On se donne rendez-vous le 4 juillet pour la suite et la fin de cette aventure. Merci d'avoir été là. Bye!